je m'appelle Bartolo Calderone, je suis né en Italie, je suis arrivé en France il y a une dizaine d'années. Mon parcours, je viens d'une famille de producteurs agricoles, on produisait de l'huile d'olive et des amandes en Sicile. Ma grand-mère gérait le four, un four à pain dans le petit village, et j'ai une famille de restaurateurs à côté, donc j'ai toujours baigné dans le monde de la restauration. J'ai fait mes études en lettres, un doctorat et un postdoc qui m'a permis de voyager un peu en Europe, et depuis 2014-2015 je vais à une pizzeria à Bordeaux qui s'appelle Caperi, et depuis 2000, donc il y a 4 ans, 2019-2020, un centre de recherche et une école professionnelle pour former les pizzaiolos et les gens qui vont se former à la panification naturelle. Vous allez là, pour les laver et attendre. Possibilité d'aller prendre du artisanat dans le four et après. Exactement, il y a 3 P. Le EPPPN, c'est École professionnelle de pizza et panification naturelle. Donc c'est un centre de formation pour former au niveau professionnel des gens qui ont envie de faire de la panification, de la pizza ou du pain un métier. Donc il y a tout un volet de formation professionnelle certifiante pour des pizzaiolos. Et toujours à l'EPPN, il y a toute une partie de formation, de stages, d'ateliers pour le grand public. Toujours lié à la panification, toujours lié aux pâtes levées, au levain, avec un respect bien évidemment de la panification naturelle, sur l'utilisation des farines un peu plus, plus complexes à panifier, comme des farines de blés anciens ou des farines de blé de population, qui demandent un peu plus de soin. Pas trop violent, hein. Tranquillement, vous arrivez là, vous posez. Oui, c'est facile. Ici, ok. C'est bon. C'est sympa. Un peu partout des petits morceaux qui sont parfaits, comme ça chacun va voir un peu. Donc il y a le PPPN, donc l'École professionnelle de pizza et panification naturelle, et à côté on a un centre de recherche appliquée, culture, farine et agrobiodiversité, qui s'occupe bien évidemment de farine, notamment de céréales, en collaboration avec des agriculteurs, des meuniers et bien évidemment des boulangers, des pizzaiolos. Entre autres, donc, on a des axes de recherche liés à l'école et au centre de recherche. Donc, il y a 3 directives, 3 centres d'intérêt, un sur le pain, en collaboration avec l'association internationale Slow Food, qui est une association qui est née dans les années 80 en Italie et qui maintenant est présente dans plus que 160 pays dans le monde, qui s'engage pour une nourriture qui est bonne, propre et juste pour tout le monde. Et donc on a un projet en collaboration avec Slow Food International qui s'appelle Slow Bread, donc c'est sur le pain. Super. Qu'est-ce qu'ils disent non, parce que le jaune est pas en Sicile. Avec des petits raisins, tu aimes bien, c'est ce que je veux dire. L'autre, c'est sur la pizza contemporaine, entre respect et biodiversité, dans le sens qu'on mange beaucoup de pizzas, ça c'est vrai, mais on ne réfléchit pas forcément à qu'est-ce qu'il y a derrière une pizza, comment c'est des matières premières, des pizzas de saison, qu'est-ce qu'on met dedans, en sachant qu'elle est toujours associée à la pizza à fast-food. Et donc il y a vraiment toutes des directives de recherche en collaboration avec bien évidemment aussi des maraîchers, des cuisiniers, pour créer une pizza un peu plus consciente. Pizza Caperi. Là, c'est lourd. Et ensuite, on a la partie sur les farines. Donc, c'est vraiment se panifier, donc faire du pain ou de la pizza avec des farines issues d'un terroir et notamment des farines de blé de population, des blés anciens qui demandent un peu plus de soins et plus de maîtrise pour pouvoir les panifier et avoir de bons résultats. Ça veut dire qu'on essaie vraiment de panifier, vraiment de faire du pain avec n'importe quelle farine, aussi des farines qui sont presque pas utilisées par les boulangers traditionnels parce qu'ils n'ont pas suffisamment de force, ça veut dire qu'ils ne vont pas gonfler énormément, mais avec la juste maîtrise, on arrive à faire des produits super.
on teste aussi les céréales, dans le sens qu'on met gratuitement à disposition à nos meuniers, paysans ou les agriculteurs de tester en fait les variétés de blé pour voir le résultat au niveau des pains, au niveau des pizzas. Bien évidemment, quand ils vont faire la sélection massale des céréales, ben, ils peuvent dire ah mais c'est super, cette variété, elle va nous donner un goût intéressant, elle va nous donner un peu plus de l'extensibilité à la pâte à pizza, donc ça peut être génial pour faire des mélanges, etc. Donc l'idée vraiment c'est aussi de tester soit des monocultures de céréales, soit des variétés de population au fur et à mesure pour aider aussi le céréalier ou l'agriculteur et le meunier pour réaliser après sa farine qui va être utilisée par les professionnels ou par tout le monde pour faire du pain, de la pizza, des brioches, donc des produits de viennoiserie aussi. C'est clair. Mais ça, c'est une question, donc la question sur comment l'industrie agroalimentaire a un peu, pas fait du mal, mais quand même a changé la façon de consommer, par exemple, le pain. C'est vrai que déjà la chute de la consommation de pain est évidente, dans le sens qu'en fait, on consomme de moins en moins du pain. Et surtout, si on regarde, on va juste dans un centre commercial, il y a énormément de pain parce que les grandes surfaces, c'est les premières boulangeries de France. Ça veut dire qu'on achète la majorité du pain, on l'achète en grande surface. Donc, avec un pain qui parfois, il n'a même pas touché la main de l'homme, dans le sens que c'est que des machines qui réalisent ce pain. Et si on regarde bien dans les détails aussi la liste des ingrédients, ben, le pain, il n'y a rien de plus simple, c'est eau, farine et sel. Et le levain qui est composé de farine et eau. Et maintenant, les listes d'ingrédients avec tous les correcteurs, les enzymes, les adjuvants, est énorme. Donc en fait, une liste d'ingrédients qui fait peur pour manger une baguette. Donc c'est vrai que on a un peu changé la façon de produire et de consommer le pain. Et c'est vrai aussi qu'on se rend compte que quand on achète du pain qui n'est pas forcément au rendez-vous dans le sens au niveau gustatif, mais au niveau aussi d'aspect et de tout, il ne va pas se garder longtemps, il ne va pas nous donner des satisfactions, entre guillemets. Et surtout derrière, il y a quand même des farines qui sont de plus en plus blanchies et sans goût. Il y a un ajout de sel qui est très important avec tout le reste de saloperies, on peut dire, ajouté aussi pour ajuster et standardiser un processus de fabrication qui ne voit plus l'homme, quoi. C'est normal parce que c'est que des machines, donc on a besoin d'avoir une farine qui tient le stress mécanique des diviseuses, bouleuses automatiques, etc. Des cuissons de plus en plus rapides, donc une texture du pain qui a changé dans le sens que les nouvelles générations, tout le monde aime le pain qui n'est même pas suffisamment cuit, comme ça on accélère aussi sous le temps des cuissons. Et ça on le voit aussi dans le monde de la pizza, par exemple, où on mange des pizzas qui maintenant sont un peu standardisées, dans le sens comme le pain, on a perdu un peu cette biodiversité vraiment culturelle, pas seulement une biodiversité dans les champs. Et dans les pizzas, c'est très flagrant, on mange des pizzas qui sont toutes pareilles, où on ne sent même pas la céréale, que c'est la matière première pour faire la pâte à pizza. Donc tout est caché par des couches d'ingrédients, des couches de garnitures, et on oublie la matière première, que c'est la céréale. Et donc, avec toute une spécificité magnifique sur la céréale qu'on a perdue et on le voit. Et donc, le centre de recherche de l'école essaie de pas valoriser seulement, mais vraiment de travailler avec des matières premières qui sont issues, bien évidemment, d'une proximité. C'est normal, on ne va pas chercher du blé au Canada, en sachant que la France, c'est le premier pays producteur en Europe de blé tendre. Et donc, et avec un blé qui va s'adapter à un terroir. C'est ça qui est génial. Donc on a des farines magnifiques dans le Lot-et-Garonne, comme en Dordogne, comme au nord de la France. Et c'est ça qu'on essaie de faire, de panifier et de réaliser des produits avec tout ce type de farine qui parfois ils demandent bien évidemment un peu plus de soins, un peu plus d'attention.
Donc on est paysan meunier. Et donc être paysan meunier, ça veut dire qu'on cultive et qu'on transforme les céréales souvent en farine. Donc on cultive du blé tendre, et surtout ce qu'on appelle les types des blés anciens. Donc ce sont des blés paysans d'avant les années 50 qui sont notamment resélectionnés. Pour ça on travaille avec le réseau Semences Paysannes, on travaille avec d'autres agriculteurs et des gens compétents pour nous aider aussi à sélectionner des variétés qui sont adaptées à notre système tout en gardant les qualités nutritionnelles. On utilise le mot ancien parce que ça parle. Mais en fait, on a vraiment envie de parler de blé paysan, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons nos semences, nos graines, et on sélectionne ce qu'on veut, voilà, en fonction des résultats qu'on a envie d'obtenir. Soit du blé fourragé pour les animaux, soit du blé de panification pour faire du pain ou de la pizza et tout ça. Donc on travaille ces variétés-là, on les fait cultiver avec des copains du coin agriculteurs, on récupère le grain et ensuite ça part en meunerie. Voilà, donc là on a un écrasage, en fait, on fait un écrasage à la meule de pierre, donc c'est ce qu'on appelle le moulin de type astrier, qui est en fait la Rolls-Royce du moulin à mon goût. Des machines adaptées pour les paysans, pas trop chères, très efficaces, petit débit certes, mais c'est très efficace. Donc le grain il passe en une fois, on fait la farine, il n'y a pas de repasse, c'est ce qu'on appelle comme les moulins à l'ancienne, il fallait faire des extractions, repasser la semoule pour raffiner. Donc on arrive à faire des farines, on va dire relativement blanches, relativement peu complètes, dans l'équilibre qui est considéré comme le mieux pour l'être humain, donc c'est la fameuse T80. Donc pour faire, voilà, donc ça c'est un petit moulin. Pour faire l'extraction, on fait comme ça. C'est moulu, c'est tamisé selon avec la maille qu'on a envie pour faire la farine qu'on veut, selon les céréales et tout ça. On choisit la maille. Voilà. Donc la farine tombe au fond, elle part dans les sacs. Et ensuite le son qui est récupéré va partir aux animaux. Voilà, tout simplement. Donc ce qui fait la qualité de la farine, c'est certes la meule, le type de nourriture, mais aussi la céréale en amont. Voilà, bien sûr. C'est là où il y a beaucoup de travail, le choix des variétés, le type de culture aussi, la façon de cultiver. Bartolo Calderone, il est spécialisé dans la pizza, mais dans les pizzas au levain. Donc ça fait des pizzas absolument excellentes. La pâte est absolument excellente, mais pour ça, ça demande un petit peu de compétence quand même. Et notamment une connaissance du levain et des types de farine. Et avec Bartolo, on travaille là-dessus. On travaille sur la mise en place de farine pour pizza, puisqu'il y a une demande là-dessus par les pizzaioli. Voilà, c'est quand même faire une pizza au levain avec des blés anciens, c'est quand même assez technique. Il faut surtout être patient et pas être trop pressé. C'est pas forcément facile aujourd'hui. Voilà. C'est quoi un levain? C'est quoi cette boîte noire? C'est quoi cette boîte magique? Qu'est-ce qu'il y a dedans, hein? Alors on va faire une plongée de microbiologistes pour aller voir quelles sont les bactéries et les levures naturelles qui viennent de l'environnement, du champ et de la farine et du fournil. On va aller les regarder en détail.
Alors, vous avez ici des photos qui représentent un levain. Alors le levain, c'est ça, tout ça c'est de levain. Hein. Si je dessine, j'ai une espèce de cloche, ce sont les bactéries du levain. Alors les bactéries, il ne faut pas avoir peur. Les bactéries sont plus vieilles que l'homme. Vous en avez dans votre bouche, vous en avez sur vos mains et sûrement dans le côlon. Donc nous abritons 2 kg de bactéries, enfin environ 2 kg de bactéries dans notre côlon, l'intestin. Hein, l'intestin, le côlon, c'est le gros intestin hein, qui fait 1,50 m, la partie basse. Hein. Voilà. Donc voilà une bactérie en forme de coque. Voilà. Ça peut être coque ou bacille. Bacille, c'est allongé comme un petit bâton. Pas de bouche, pas de pattes. Il faut qu'il se nourrisse. Il faut qu'elle se nourrisse, cette bactérie, se développe. Elle ne vit pas seule, elle vit en communauté, hein, qu'on appelle des biofilms. Alors, si j'ouvre, qu'est-ce que je vois? Alors, vous avez une membrane, hein, voilà, une membrane, de l'ADN, donc qui comporte toutes les fonctions, c'est le disque dur, hein, c'est tout ce que peut faire la bactérie, et puis le cytoplasme. Hein, voilà, c'est tout ce qui, ce liquide, on va dire comme ça, dans lequel baignent les organites hein, de la cellule. Donc la bactérie, elle est unicellulaire. Nous sommes pluricellulaires. Nous sommes formés de plein de cellules différenciées en organes. Hein, avec le foie, avec les poumons, avec la peau, avec, vous voyez, chaque tissu a ses propres cellules, hein, voilà, avec ses fonctions. Oui, il y a quand même une précision qu'il faut donner, c'est en nombre de cellules. C'est faramineux. Les bactéries, 100 milliards de bactéries, 1 milliard de levures par gramme de levain constitué, hein, voilà, de levain actif, voilà, qui est développé. Vous voyez, c'est énorme. Hein. Donc vous voyez que dans le levain, vous avez bien plus de bactéries que de levures. Alors les bactéries, vous avez ici, en haut de la cloche, vous avez la bactérie Lactobacillus plantarum, qui est dominante. Donc qui, par un système de sélection et par son ADN, a été capable de résister à l'acidité, de résister à la concurrence et de se débrouiller dans cette espèce de levain, cette espèce de capharnaüm, de milieu hostile, stressant. Donc elle domine. Et elle va rester dominante pendant longtemps. Après, vous avez en bactéries sous-dominantes Lactobacillus brevis, et Lactobacillus acidophilus. Donc tout ça, ce sont des bactéries qui font de l'acide et des gaz. Et à côté, vous avez des bactéries homofermentaires, hein, sous forme de bacilles, qui font surtout de l'acide lactique. Et on va trouver quelques coques, comme ici les staphylocoques, Pediococcus. Voilà. Alors, donc l'organisation, c'est bactéries dominantes, sous-dominantes et mineures. Mais mineurs, ça ne veut pas dire que ce n'est pas essentiel. Les mineurs vont peut-être amener des caractéristiques aromatiques intéressantes. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir cette organisation, cette structuration sociale, entre guillemets, de la communauté? C'est que, du fait que cette bactérie, ces deux groupes, hein, dominants et sous-dominants, sont stables, eh bien, ça va faire que le levain ne sera très peu que perturbé par l'arrivée de bactéries nouvelles. Hein, voilà. Et sachant que ces communautés sont en biofilm, donc elles sont collées les unes aux autres dans une espèce de gang de gros polymères qu'on appelle des exopolysaccharides, ça va faire une communauté très stable et très costaud. Ce qui fait que le boulanger, même si les farines qui lui arrivent ne sont pas les mêmes, qu'arrivent des nouvelles bactéries, elles ne vont pas s'implanter, ou difficilement, ou elles vont s'implanter, mais de façon mineure. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant pour les boulangers de savoir que, au bout de quelques temps, une fois que le levain qu'ils ont réussi à fixer sera stable par rapport au bouleversement bactérien. À côté, dans ce levain, vous avez les levures. Alors bien sûr, quand vous avez une levure, vous avez 50 bactéries ou 100 bactéries. Donc vous voyez que le levain est dominé par des bactéries.
Les levures sont inférieures, hein, donc de 50, 100 à 1. Bien sûr, chaque organisme, que ce soit levure ou bactérie, a un nom latin, composé de genre et d'espèce. Alors le genre, c'est Casastania, il faut pouvoir le dire. Le nom de l'espèce, c'est Unispora. Alors vous voyez, bon, c'est tiré d'une thèse, hein, il faut savoir que c'est très étudié actuellement, ce genre de levure. Et après, vous avez Candida, tout le monde connaît Candida, et ça, vous avez Candida humilis, hein, qui est là. Voilà. Des Baryomyces, c'est très connu aussi, hein, voilà. Après, vous avez encore un Cachatania, mais c'est pas le même. Et puis, bien sûr, celle-ci, c'est la reine des levures, c'est Saccharomyces cerevisiae, hein, qu'on utilise dans les pains ordinaires qui ne sont pas au levain. Tous les pains qui ne sont pas au levain sont faits avec Saccharomyces cerevisiae. Alors la grande différence entre un boulanger qui est au levain et un boulanger qui n'est pas au levain, c'est que le boulanger au levain, il fabrique son propre levain lui-même. Alors que le boulanger qui n'est pas au levain, il prend son téléphone, il dit au laboratoire, je ne dis pas le nom du laboratoire, je pourrais avoir Saccharomyces cerevisiae s'il vous plaît, je suis en manque là, voilà, ou mon stock va s'épuiser, il m'en faut d'autres. Et vous voyez, c'est pratiquement d'abord, c'est le même genre, même espèce pour toute la France, même pour toute l'Europe. Et après, il y a des souches. Bien sûr, les laboratoires ont leurs souches. Alors, ils ont travaillé les souches, la stabilité, la résistance de la souche, etc. Il y a plein de critères de sélection. Donc voilà, le levain, c'est ça. Hein. Alors, ça donne ça. Hein. Donc avec cette farine, je mets de l'eau, je remue et j'obtiens ceci. Voilà. Alors c'est un levain que j'ai mis en culture mardi. J'ai fait 2 rafraîchis, c'est-à-dire que j'ai mélangé 2 fois de la farine fraîche pour donner à manger et de l'eau. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit assez, mais les bactéries, c'est comme nous. Elles ont besoin de manger. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais parce que j'y pense, je vais le dire. Les bactéries se développent de façon exponentielle. C'est-à-dire que une bactérie va donner naissance à 2, les 2 à 4, les 4 à 16. Donc vous voyez, entre chaque génération, vous avez une demi-heure, 1 heure. Ça va très vite. Ce qui fait que, quand tout à l'heure je disais qu'il y avait 100 milliards par gramme, c'est parce que la multiplication, elle est exponentielle, c'est fou. Et pour arriver à ça, il faut à manger, il faut de l'eau à manger, une température propice, parce que si je mets mon levain à 10 degrés ou si je mets dehors, il y aura des variations de température, c'est pas bon. Si je le mets au frigo, c'est pas bon. Donc il faut une température entre 20 et 25 degrés, 26 degrés, 27 degrés, voilà. De façon à donner ça, hein, et ça, hein, de façon à ce qu'on retrouve cette espèce de population dominante, sous-dominante et mineure, hein, de façon à faire un levain typé. Chaque boulanger a son levain, hein, je le redis. Pour faire mon pain, je vais mélanger. J'ai mangé à peu près 1 tiers de mon levain tout point, à 2 tiers de farine, de l'eau, pétrin, et puis après cuisson. Et je vais obtenir un pain. Alors, bien sûr, toutes les bactéries et levures seront tuées, parce que 250 degrés extérieur, 100 degrés à cœur, elles sont tuées. Voilà, mais j'aurai obtenu le pain que je voulais, donc qui sera du coup digeste, qui sera mangeable. Cette espèce de bouillon de culture, hein, de bactéries et de levures, qu'est-ce que ça fait au niveau du pain?
Parce que c'est ça qui compte, hein. C'est que le résultat final, c'est pourquoi on fait ça. Ben, pourquoi on fait ça, c'est pour le goût, pour faire plaisir aux consommateurs. Hein. Et il ne faut pas oublier que nos parents, nos ancêtres, nos anciens, ils mangeaient que du pain au levain. Eh bien, ce levain apporte au pain des acides lactiques, acides acétiques. Alors là, c'est plus compliqué, ce sont des composés volatiles aromatiques. Donc là, on est dans le goût, parce qu'il faut appeler un chat par un chat. L'olfaction, il y a deux voies. Il y a la voie des odeurs et la voie des arômes, quand on mange le pain. Et l'olfaction, c'est un sens chimique. Donc on est capable d'avoir du goût et des arômes que s'il y a de la chimie. Donc le stimulus de base, c'est la molécule. Hein, voilà, si je prends une molécule d'acide lactique, en voilà une, eh bien c'est elle qui va me donner la saveur acide, c'est bien de la chimie. Donc les saveurs, les trigéminales, les arômes et les odeurs, c'est un sens chimique, ce sont des molécules. Et ces molécules ont été générées par les bactéries, à partir bien sûr des amidons, à partir des sucres solubles de la farine, à partir des amidons et des protéines que sont le gluten, gliadine et gluténine. Et puis on passe aux levures. Eh bien les levures, le gaz carbonique surtout, hein, surtout, hein, donc ce gaz carbonique qui va pousser le réseau de gluten, hein, qui est très tenace, qui va pousser et faire les alvéoles, voilà, qui va provoquer la levée du pain. Et on retrouve à nouveau acétoïne, acétaldéhyde. Voilà, donc les arômes, c'est surtout les bactéries. Les levures, c'est surtout le gaz, hein, voilà, la levée de la pâte. Voilà. Chaque levain est unique. Vous comprenez bien que si je prends une farine A et une farine B, une farine qui vient de la Drôme là-bas vers Valence et un blé qui vient de Laval, on va le voir après, la composition microbiologique sera différente. Donc les deux farines ne produiront pas les mêmes levains. Voilà. Et ce qui fait que chaque levain est différent, donc chaque groupe bactérien sera différent pour un boulanger A et un boulanger B, hein, à la fois en bactéries et en levure. Voilà. Alors, le boulanger n'a pas de maîtrise sur. Il ne peut pas dire je veux, comme tout à l'heure au téléphone, je veux Plantarome, je veux Brévis. Non. Il va subir. La préparation du levain, c'est tout un art. C'est très difficile pour un boulanger, parce qu'en fait, un boulanger qui fait du pain au levain, c'est un microbiologiste qui s'ignore. Il ne se rend pas compte. Mais moi, au laboratoire, je cultive les bactéries sur des boîtes de pétri, hein, ou alors maintenant, avec les sondes nucléiques ou les séquençages de haut débit, on peut arriver directement par la génétique à dire ce que c'est. Ou boîte de pétri, on a des milieux spécifiques, on dit ce que c'est. Mais le boulanger, lui, il fait sans le savoir. Alors comment il fait? En jouant sur la température, sur l'hydratation, sur la durée, sur les procédés. Voilà, c'est tout un art. Et on peut dire que chaque boulanger a son itinéraire technique. En fait, il y a un lien entre un sol agricole et le processus de fabrication du pain. Puisqu'avant toute chose, c'est des processus de fermentation qu'ont élaboré les sols. C'est d'abord les plantes avec les bactéries qui ont été créateurs des sols et qui ont créé les sols progressivement. Donc en fait, tout ça, c'est des processus de fermentation qui vont créer d'ailleurs aussi après un profil microbiologique dans le sol, qui est évidemment tout à fait comparable à celui du levain, puisque quand on fait fermenter de la farine, on relance le même type de processus qu'il y a depuis l'origine des temps
en donnant un cadre pour que les fermentations qui se produisent soient souhaitables, soit ce qu'on cherche à obtenir, à savoir du pain, une fermentation et non pas une putréfaction. Et donc j'ai coutume de dire que je cultive la terre en boulanger. En fait, c'est vraiment comme ça que je le vis. J'ai appris à faire le pain en même temps que j'ai appris à faire du compost et à travailler la terre. C'est avant tout pour moi l'agriculture, entretenir le levain du sol. Donc c'est un processus de fermentation, de décomposition, de compostage. Je travaille en compostage de surface et où ce qui importe exactement comme dans le pain, c'est de faire le bon geste au bon moment. Si on travaille que sur du sec, ça ne marche pas. Si c'est de la boue, ça ne marche pas. C'est un bon équilibre entre le sec et l'humide qui va développer des fermentations qui sont favorables au vivant et à la fertilité et à la santé. Je pars d'abord des principes de création des sols, où tout part du bouillon primordial, où c'est de l'eau avec des minéraux, les archébactéries qui étaient dans la roche, et c'est les végétaux avec les micro-organismes qui vont constituer les sols, et c'est des processus qui sont tout à fait similaires. Dans le pain, c'est une petite partie, une microbiologie bien particulière, mais c'est tout à fait exactement les mêmes processus. Ouais. Et là, le lien avec les animaux est très important, puisque le passage des vaches, on est vraiment dans une interaction et vraiment une collaboration avec les vaches. Et les bousses de nos vaches sont pour moi des starters de levain du sol. C'est du levain qui est amené et qui dynamise énormément ce processus fermentatif qui est très favorable à la construction d'un humus stable, d'une part, et deuxièmement à la fertilité et à la santé des plantes. Et de toute façon, historiquement, au niveau des sols, j'ai maintenant coutume de dire que la prairie est la mère du champ, puisque une prairie bien installée avec sa diversité va permettre d'avoir les conditions propices à la culture en termes de fertilité. Mais la vache est la mère de la prairie, puisque dans l'origine, la création de nos agro-écosystèmes, c'est notamment le pâturage des animaux qui va permettre d'amener l'azote, qui permet la décomposition du carbone des forêts, des arbres. Et suite au passage des vaches, on l'a même fait ici, dans un bout de forêt, où il n'y avait que des ronces et des feuilles mortes. Bon voilà, une forêt classique, et après le passage des vaches, maintenant tout est vert et on a une prairie. Voilà. C'est-à-dire que là, la présence des vaches a permis d'amener une fertilité qui permet de cultiver soit des légumes, soit des céréales, qu'il n'y aurait pas eu, là, dans ce cas précis, sans les vaches. Ça, c'est clair. Alors pour moi le terroir, déjà je l'entends comme ça, c'est ouïr, entendre la terre. Pour moi le terroir, on peut parler d'un produit terroir de mon point de vue, qui peut sembler un peu radical ou excessif, à partir du moment où en premier lieu on a respecté le biotope naturel et les plantes spontanées qui viennent dans une prairie. C'est-à-dire où il n'y a pas eu de pratiques intrusives, notamment au niveau microbiologique. Donc par exemple, j'ai des pratiques sans labour, je ne travaille jamais au-delà de 10 cm. Le sol, c'est un organisme qui est construit. Si on bouleverse tout ça, de mon point de vue, il ne peut plus y avoir de notion de terroir, parce qu'on bousille complètement la microbiologie endémique et la flore adaptée à cet écosystème-là. Donc pour moi, la notion de terroir, elle est fondamentale, et je l'entends aussi de façon poétique. Mais pour moi, un produit de terroir ne peut être qu'un produit dont le sol, dont on a respecté, je dirais, la nature de l'agro-écosystème local, sans être intrusif, sans faire des apports massifs, très intrusifs, par exemple de calcium ou de je sais pas quoi. Je dis pas qu'il faut pas en mettre du tout. Moi, j'en mets pas du tout, et tout prouve que j'en ai pas besoin. Mais dans la mesure où on n'a pas artificialisé le terroir de façon à dénaturer sa microbiologie, son biotope d'origine, et notamment la flore naturelle des prairies. Ici, j'importe rien de l'extérieur. Il y a 3 à 30 000 graines par litre de terre. Quand je travaille le sol, je réveille le levain du sol. Cette activité microbiologique lève la dormance
de tout un tas de plantes qui sont les plus adaptées, qui sont dans ce stock, cette mémoire du sol, et qui va réveiller cette mémoire, qui va réveiller les plantes qui sont les plus adaptées à ce biotope, à ce moment précis. Effectivement, je ne lutte pas contre les mauvaises herbes. Pour moi, il n'y a pas de mauvaises herbes. Et les semences paysannes me permettent que mes blés d'1,80 m, si tout se passe bien, une prairie peut se reformer en bas. Et c'est tout sauf un problème, parce que ça maintient le canevas écologique, c'est extrêmement vertueux. En plus, les vaches vont pouvoir le pâturer juste après la récolte. Ça n'hypothèque pas mes rendements, en réalité. Mais j'ai des crues, j'ai des années où il y a énormément de camomille matricaire, comme cette année. Mon grain a cet arôme. Il y a des années de carottes sauvages. Voilà. Et pour ça, là, c'est... Là, on peut parler d'un terroir, et un terroir, il va s'exprimer différemment selon les années également. Plus sèche, moins sèche, ceci, cela. Donc pour moi, c'est une notion qui est essentielle et qui me semble extrêmement galvaudée quand justement il n'y a pas le respect de la nature du terrain. Et là, je vais faire un parallèle avec ce qu'on appelle le terrain en termes de santé, qui fait qu'on a une nature propre avec ses qualités, ses fragilités, etc. Et que la santé et la fertilité, même pour nous, la dynamique, je dirais la vitalité, elle est avant tout, et l'expression de notre spécificité, elle est avant tout dans le respect de notre terrain. Voilà. Je veux dire, si je suis un hyperactif de nature et que je prends des antidépresseurs et des calmants tout le temps, on ne peut pas dire que je vais exprimer réellement qui je suis. Il y a peut-être quelque chose à faire avec cet excès peut-être d'énergie, mais c'est ma nature. Et donc, exprimer un produit de terroir, c'est avant tout respecter le biotope dans lequel c'est. On pourrait dire respecter le paysan aussi. Respecter et également utiliser des semences qui sont adaptées au terroir et non pas adapter le terroir aux semences. Donc ça, c'est absolument fondamental. Pour moi, il ne peut pas y avoir de produit de terroir dans le sens où je le perçois si ce n'est pas des semences paysannes. C'est pas possible. Et tout nous le démontre quand on travaille avec Véronique Chable, avec Bernard Berthet, etc. Ces semences paysannes, elles ont aussi des micro-organismes symbiotiques qui sont très spécifiques, qui sont liés à leur histoire, qui sont adaptés au sol, mais non seulement ça, qui font évoluer le sol. Et que par contre, quand on utilise des semences super sélectionnées, de variétés élites, etc., il se passe exactement l'inverse, c'est le désert absolu, et on oriente la microbiologie du sol dans un sol qui est extrêmement néfaste en réalité. Donc voilà, pour moi, un produit de terroir implique le respect du sol, de ne pas être intrusif, et deuxièmement, implique des semences adaptées au terroir, et certainement pas d'adapter le terroir aux semences. Voilà. Ça, c'est une clé de l'agriculture biologique que tout le monde devrait connaître, que tout le monde connaît dans le principe, mais qui n'est pas nécessairement appliqué. Voilà. Celui-ci a un nom qu'on ne peut que retenir, il s'appelle le tricard. Ça, c'est un ancien du pays qui m'a transmis cette population de blé. Je ne sais pas si ça se compte sur les doigts d'une main en France, ça, un héritage de transmission de population de blé comme ça. Et il l'appelle le tricard. Celui dont on ne veut pas entendre parler, qui est proscrit. Eh ben non, bienvenue les tricards. Ces blés du pays de Redon, je suis reparti il y a bientôt 20 ans maintenant, de 3 graines de chacune des 340 variétés de blé du pays de Redon à l'époque, qui avaient été préservées par Gérard Doucineau dans les banques de gènes de l'INRA. Quand on s'est trompé de chemin, tout le monde a le droit de se tromper de chemin. La sélection qui commence en 1880 pour faire des variétés élites, la révolution industrielle, les guerres où il fallait nourrir tout le monde, azote, phosphore, potasse, ça crache et tout. À cette époque-là, je ne dis pas que j'aurais pas fait ça. Simplement, dans les années 60, on s'est rendu compte de la catastrophe sur les sols, sur les écosystèmes, les maladies, au niveau social, etc. Quand on s'est trompé de chemin, il faut être capable de faire quelques pas en arrière pour prendre un nouveau chemin. Donc ça, pour moi, il faut se réapproprier ce patrimoine des semences paysannes, qu'elles soient végétales ou animales, avec la peau de chagrin qu'il en reste, malheureusement, pour pouvoir prendre un nouveau chemin et qui peut tout à fait, et moi je l'ai fait, je le referai volontiers, aller vers une sélection en gardant de la diversité, pas pour faire des variétés pures, des lignées pures qui sont le non-sens par rapport aux vivants, mais pour par exemple ici dans le pays de Redon, on a un petit potentiel de rendement, c'est des petites terres, au-delà de 30-35 quintaux, c'est forcément par terre. Et je me suis posé la question, comment sélectionner des froments, des blés pour faire le pain, qui seraient adaptés pour le bassin parisien, par exemple, ou pour les terres argilo-calcaires de Champagne. Et je suis certain que c'est possible. En partant des semences paysannes, en sélectionnant des blés résistants à l'averse, naturellement, productifs, et qui sont adaptés à l'agroécologie paysanne. Mais ça, c'est un chemin à parcourir maintenant,
en ayant réellement fait le point sur la dévastation de la révolution verte, de tous ces concepts-là, pour choisir un nouveau chemin qui est aussi un chemin de recherche. Il ne s'agit pas de refaire ce qui se faisait il y a un siècle, il s'agit d'hériter de ce que les anciens et 10 000 ans d'histoire d'agriculture nous ont transmis et qui en fait était usurpé, parce qu'il y a 20 ans on n'arrivait même plus à récupérer les semences dans les banques de gènes. Quand on hérite de quelque chose, c'est pas nécessairement pour faire la même chose que les générations d'avant. On hérite d'expérience, on hérite d'une histoire, on hérite d'un patrimoine, en l'occurrence les semences. C'est pas forcément pour faire exactement la même chose que faisaient les anciens. Et en plus les anciens, au niveau social, le monde paysan, il y avait une telle oppression, il y avait le poids socio-culturel de tout un tas de choses qui fait qu'on peut comprendre qu'il y a des chemins qui n'aient pas été pris à l'époque. Et puis il y a aussi la recherche technologique, je veux dire, ou technique simplement. Les outils agricoles ont été développés depuis 60 ans exclusivement pour répondre aux besoins de l'agriculture industrielle. De la même manière que la technologie boulangère a été développée uniquement pour le pain industriel. Donc on a exacerbé les gluten à tel point qu'ils deviennent extrêmement toxiques. Ça fait 50 ans au moins qu'il n'y a plus aucune recherche sur la qualité nutritionnelle ou organoleptique, c'est uniquement plus de rendement et plus de gluten pour répondre aux besoins de l'industrie. Et c'est à tel point qu'on a fait des petits programmes de recherche sur les blés de pays et le pain. Il n'y a aucun référentiel sur le pain au levain. On a fait le premier référentiel sur le pain au levain. Donc il faut même reconstruire une culture collective, puisque c'est même dans des endroits qui étaient modernisés tardivement, comme ici dans les années 60-70, mais c'est carrément déjà oublié. Faire du levain, même au fond du Maghreb, figurez-vous, les gens ne savent même plus faire le pain al-khamira, ou levain. Parce que la levure a dévasté, en fait, c'est tellement plus facile, et puis ça fait moderne, et puis les paysans ont fini par avoir honte de ce qu'ils étaient. Ils vivaient dans la misère, mais pour de bonnes raisons. Enfin, pas de bonnes raisons. Il y avait un système qui les mettait dans un état de quasi-esclavage et de misère. Et donc, du coup, les paysans ont eu aussi envie de plus être appelés paysans. D'ailleurs, c'est un renouveau. Moi, quand j'étais petit, c'était une insulte, paysan. Et paysan, maintenant, moi, je le revendique, et c'est grâce au travail de la Confédération paysanne. D'ailleurs, c'est strictement français. Peas and seeds, quand on en parlait il y a 20 ans, les Anglais, ils se marraient, et ils disaient non, on ne peut pas utiliser ce terme-là, c'est pas possible. Voilà. Peuvent être consacrés à des céréales pour nourrir les animaux, mieux nous nourrir. C'est déjà dur le métier de boulanger et tout. C'est le plaisir, c'est la passion, c'est pas la même chose, on sait qu'est-ce qu'il y a dedans, on travaille avec la farine fraîche, 24-48 heures elle est là, et le plaisir de pouvoir donner un bon produit à nos clients, parce que je trouve que c'est notre responsabilité comme boulanger de bien nourrir les gens. Et voilà. Merci d'être avec nous aussi. Non, mais vraiment, là, le projet Slow Bread, vraiment, il est là. En fait, il est déjà habitué, comment dire, à reprendre en main cette culture du pain qu'on a perdue, dans le sens que comment il est réalisé ce pain, avec quelles céréales et quelles méthodes de cultivation sont utilisées dans la céréale. Maintenant, moi j'habite dans une région qui est le Bordelais, où on a le vin. Et c'est vrai que le vin a un statut un peu différent. Tout le monde parle des cépages, des méthodes de cultivation, des méthodes de vigne, etc. Aussi, un client lambda, il connaît un peu qu'il y a des cépages différents, etc. Mais ça, on ne l'a pas dans le pain. Donc, on ne connaît pas du tout les variétés de céréales, on ne connaît pas les méthodes de cultivation, on ne sait rien sur la matière première. Et donc, l'idée de ce projet Slow Bread, c'est vraiment de déjà s'approprier d'une culture du pain et, comment dire, mettre en avant les protagonistes de toute la filière et comprendre que derrière
le choix d'acheter du pain, c'est un acte quand même politique agricole très fort, parce que derrière il y a des hommes et des femmes qui travaillent, donc la terre, la sélection des céréales, la mouture, le stockage, les transformations avec les boulangers, les pizzaiolos. Donc il y a tout derrière des acteurs qu'il faut mettre en valeur pour une filière qui soit le plus durable. Donc c'est ça le travail qu'on va faire avec Zlobred, avec la valorisation des savoir-faire aussi de chaque région, avec l'utilisation du levain qui est naturel et qui était un petit peu mis à côté et qui maintenant heureusement est revenu un peu à la mode. Et avec bien évidemment le réseau international Slow Food qui permet de lier et de créer des ponts avec tous ces acteurs. Avec un manifeste aussi qui permet un peu de se retrouver. C'est comme un document ouvert pour se reconnaître sur ce programme sur le pain qui soit quand même accessible, qui soit bon, pas seulement pour l'être humain mais aussi pour la nature, parce qu'on oublie quand même que quand on achète une pizza ou du pain, aussi les méthodes de cultivation des céréales sont catastrophiques dans le sens qu'on va azoter pour avoir de la force boulangère, etc. On va récupérer du blé à des kilomètres et des kilomètres de distance. C'est pas vraiment un pain qui est bon pour la planète, un pain qui soit juste aussi pour qui le fabrique. Grâce à des partenaires comme Slow Food International, on fait des partenaires entre, par exemple, les meuniers italiens et les meuniers français. On échange les semences. Par exemple, notamment, on a échangé du blé dur pour le cultiver maintenant parce qu'il fait chaud aussi dans le sud de la France, dans le Lot-et-Garonne. Donc des variétés de blé dur qui se sont adaptées au sol sicilien, etc., qui peuvent aussi être bien adaptées aussi à un terroir comme dans le Lot-et-Garonne. On a tous des tests de panification en collaboration avec les meuniers et les agriculteurs pour tester bien évidemment la farine, donc les céréales et donc qui devient farine, pour voir si l'année d'après ça peut être intéressant de la proposer, si on peut faire des mélanges de céréales pour avoir un bon résultat au niveau organoleptique, donc au niveau des goûts, au niveau des saveurs, au niveau bien évidemment aussi du rendu final du produit. Et on a bien évidemment une série de projets en collaboration avec par exemple des universités en Italie et en France. Donc derrière le CREA, il y a des universitaires, il y a des nutritionnistes, il y a donc des médecins, il y a des agriculteurs, un peu tout comment dire, la filière un peu alimentaire comme une chaîne. Donc chacun est protagoniste pour amener après à des axes de recherche d'action. On a sélectionné 3 qui sont vraiment fortement liés aux farines et à l'agrobiodiversité notamment. En fait, parfois il y a ce sentiment de solitude chez des meuniers paysans ou des agriculteurs qui vont faire des céréales de population parce qu'ils disent peut-être qu'il y aura personne qui va utiliser cette farine, c'est difficile à travailler, etc. Et en fait, le but, c'est vraiment de travailler et montrer qu'on peut panifier l'impanifiable. Quand on va arriver à panifier, donc faire du pain, de la pizza, des produits, des boulangeries avec des farines qui ne sont pas forcément des farines fortes, azotées, etc., mais c'est une victoire. Parce qu'on peut vraiment panifier l'impossible. Il faut juste un peu de savoir-faire, comprendre comment ça marche la matière première. Et tout cela, c'est possible grâce à une collaboration avec tous les acteurs. Moi, je peux travailler la farine du moment où je connais comment elle est moulue, du moment où je connais l'agriculteur, comment il a cultivé. Et en fait, c'est grâce à cette communication de tous les acteurs qu'on arrive à avoir un résultat qui est génial. Parce que sinon, si chacun travaille dans son champ, donc le boulanger, il prend ses sacs de farine, ses mix déjà préparés, il ne connaît rien sur les méthodes de cultivation, sur la matière première, etc., ben, il est isolé. Et du moment où en fait, il y a une communication entre tous les acteurs, ben, ça c'est génial. Parce qu'au moment où on arrive à maîtriser tout bien. Et donc du moment où on a par exemple une super farine de blé ancien qu'on peut travailler pour faire des pizzas, on va encourager aussi la production de cette farine. Donc en fait tout est lié, c'est un cycle vertueux. Il faut bien évidemment faire face à malheureusement une perte de biodiversité dans les champs, dans le sens que les céréales cultivées maintenant en France notamment, les variétés c'est vraiment pas beaucoup, en sachant qu'il y a une richesse variétale énorme. Et donc c'est vrai qu'on a perdu aussi cette biodiversité. Et quand on achète une pizza ou du pain, ben, on va se questionner aussi sur ce qu'on est en train de perdre à côté quand on achète notre baguette pas chère et sans goût. Et
nous, on fait ça avec la pâte à pizza, donc la farine, mais on a l'axe de recherche sur la pizza contemporaine, donc suivre par exemple une saisonnalité dans la pizza. C'est vrai que maintenant on le fait, mais je me rappelle que quand je vais à la pizzeria, c'était en février 2015, et quand on démarre, et c'est en plein hiver quand même, en février, on n'a pas de tomates, on n'a pas de basilic, et c'est vrai qu'on dit mais on ouvre une pizzeria et on met quoi? Donc c'est vrai que c'était un pari qu'au final c'était risqué mais c'était cool, et donc nos pizzas par exemple suivent les saisons, mais pour nous c'est naturel, on n'a pas de basilic en février en France, donc c'est clair qu'on va remplacer le basilic avec d'autres herbes si on a envie. Donc l'idée c'est aussi de respecter une saisonnalité dans le monde de la pizza que malheureusement on ne respecte pas souvent parce qu'on pense en fast food, on pense qu'il y a toujours la feuille de basilic sur la pizza margherita, on pense toujours qu'il y a les aubergines et les poivrons en décembre, et c'est vrai que c'est un discours que maintenant c'est peut-être un peu on l'écoute souvent, mais il y a 10 ans, c'était pas si d'actualité. Et moi, je pousse à l'école, on fait vraiment les formations en collaboration avec des cuisiniers qui apprennent à travailler, bien évidemment, les légumes de saison, la coupe, les cuissons, parce que quand on fait les formations, il faut quand même maîtriser tout, donc cuisine et pain, donc boulangerie. Et la partie cuisine, c'est ça l'avantage d'être pizzaiolo. On est des boulangers et des cuisiniers en même temps. Le maraîcher qui nous amène les oignons, là c'était le dernier cas récemment, il y a plusieurs variétés d'oignons, et donc c'est génial parce qu'en fait ils nous disent comment les cuisiner, parce qu'en fait ils connaissent mieux que nous peut-être la matière première, et donc alors là à un moment tu le passes tout simplement au four, tu mets rien, il y a ce côté sucré qui va les sortir, l'autre tu le mets dans l'eau froide, tu me la laisses 1 heure. Et là, c'est génial pour les cuisiniers, pour nous, parce qu'en fait, on arrive à valoriser au maximum cette matière première sans forcément la transformer et la rendre irreconnaissable. Et depuis, dans les programmes de recherche auxquels je participe, notamment en microbiologie, il semblerait que les choix que j'ai faits soient ceux qui favorisent le plus les bienfaits nutritionnels, donc notamment le développement des ferments lactiques et compagnie. Alors, il arrive qu'on se sente seul dans le voisinage, la confrontation au système, le harcèlement administratif et compagnie. Par contre, je ne me suis jamais senti seul par rapport à ceux dont on échange, puisque je suis vraiment un être particulièrement sociable, je pense, et que j'ai plutôt, depuis 20 ans par exemple, coagulé un groupe de chercheurs qui sont autant des scientifiques que des paysans, que des médecins, etc. Où du point de vue de ce que je viens de partager là, je ne me sens pas du tout seul, puisqu'on est un certain nombre à travailler ensemble depuis 20 ans, à des chercheurs confirmer un chemin qui est plus intuitif chez moi et être émerveillé du résultat. Donc du point de vue de ce chemin-là, je ne me sens pas seul. Du point de vue local et en tant qu'agriculteur, avec le poids de la pression administrative, prophylaxie, etc., et la criminalisation des pratiques paysannes, que ce soit les semences paysannes ou avoir des animaux à l'air libre, oui, on peut dire qu'on se sent un peu seul. Donc on l'a évoqué là pendant ces 2 jours, là il y a un moment où les gens qui apprécient de manger notre pain, notre viande, nos huiles, il y a des moments où ils pourraient être bien, qu'ils soient autour des paysans, pour dire à la société, au monde agricole, etc. Non, nous c'est ce qu'on a choisi, c'est ce qu'on a décidé, c'est ça qu'on veut. Et ça c'est un enjeu qui est important. Donc peut-être le moment vient où il faudra qu'autour des producteurs, ça change même de statut juridique pour devenir des associations, pour s'affranchir notamment du poids des consignes sanitaires qui imposeraient par exemple que pour faire du fromage à la ferme, il faudrait avoir des normes industrielles. Donc ça c'est aussi la fin d'un produit de terroir, c'est pas possible autrement. Donc si on veut répondre aux normes européennes, il n'y a plus d'agriculture paysanne, il n'y a plus d'artisanat, il n'y a plus de fromage traditionnel, ça n'existe plus. Et à partir du moment où on le met sur le marché, on est obligé de se conformer à ces normes qui sont totalement délirantes, qui sont adaptées à leur système industriel, qui est d'ailleurs probablement le plus dangereux avec la listeria et compagnie. Et c'est faire croire que c'est nous qui serions responsables de ces problèmes-là, alors qu'en fait c'est eux.
et nous imposer ces normes-là, oui, il y a des moments où on peut se sentir un peu seul. Voilà, mais collectivement, j'ai participé activement à la création du réseau Semences Paysannes, j'anime depuis 20 ans l'école du vivant. Non, là, c'est tout à fait enthousiasmant, et de ce point de vue-là, je ne me sens pas seul. Au quotidien, oui, ça peut être le cas, oui, clairement. Je pensais aussi ça à l'écologie, hein, c'est que tout seul, on n'est rien. Voilà. Merci. Nos hypothèses sur les farines, on le valide avec les gens qui pratiquent vraiment, donc les pizzaiolos, les boulangers, tout ça, et on a des bons retours. Et du coup, on peut arranger ce qu'on fait. Parce que même moi-même, je ne suis pas boulanger, j'en comprends les principes, on va dire ça comme ça. J'ai la chance d'avoir mon épouse qui est boulangère aussi, donc je peux goûter le pain, voir tout ce qui se fait, qu'est-ce que ça donne. Et avec des retours comme ça, j'arrive à voir et à proposer un produit qui finalement peut plaire à pas mal de monde. Sans être sur un truc standard. Après, c'est aussi à chacun de faire son travail. Chaque artisan de faire son art, de retravailler sa chose. Moi, je fais mon boulot. Les boulangers qui ont le feeling avec le pétrin, les levains et tout ça, ils font leur truc, ils font des tests, voilà. Et on discute de tout ça et je crois que ça donne une émulsion ou un rendu qui est pas mal. Qui est pas mal à tous les niveaux, au niveau gustatif, digestif. Ça donne de la convivialité sympathique et de la joie dans ce qu'on fait parce que chacun est autonome, chacun apprend de lui-même. C'est très important pour l'être humain, ça, d'apprendre à soi-même, de savoir ce qu'on est capable de faire aussi, de savoir qu'on est capable de faire beaucoup de choses naturellement. Mais ça demande un peu d'effort, et après il n'y a plus d'effort, ça vient tout seul, quoi. Voilà. Je vais finir par ça, pour leur rendre hommage aux boulangers. Alors je dis que les boulangers au levain, ceux qui panifient au levain, sont des microbiologistes qui s'ignorent. Et chaque jour, fabriquent un levain unique, personnalisé. Hein. Et ce que je dirais aussi, c'est que il faut préserver ses savoir-faire, il faut pas arrêter de transmettre, parce que c'est compliqué le levain, c'est pas le téléphone, donnez-moi 50 000 sachet, vas-y, non, c'est un savoir-faire, et donc voilà, et je voudrais les remercier, hein, c'est un peu un hommage que je leur fais, parce que c'est quand même compliqué le levain, c'est vraiment compliqué, hein, voilà. Allez, au revoir. En tant que pizzaiolo, donc avec une pizzeria que j'ai ouverte il y a 10 ans, c'est vrai que peut-être il y a un sentiment de solitude parfois. Le sens c'est quand on réalise des pizzas qui ne suivent pas forcément la tendance actuelle avec l'image, l'Instagram, etc. Donc des pizzas qui sont esthétiquement parfaites avec un alvéolage énorme et grâce à une matière première qui était bien musclée à la base. Je me sens tout seul parce que j'ai fait des pizzas avec des blés anciens, du levain et des farines semi-complètes sur le mode des pierres, en bio. Donc c'est vrai que ce n'est pas du tout le résultat d'une farine blanche avec de la levure boulangère et une cuisson très rapide. Donc, mais du moment où après on présente le produit, ce sentiment de solitude quand le produit est apprécié, eh bien, il va disparaître. Et ça c'est génial parce que j'ai l'impression qu'il y a après une solidarité de la communauté des mangeurs de pizza qui apprécient le travail qu'il y a derrière et ils disent « Ah mais enfin il y a du goût dans la pâte, oh, enfin il y a une valorisation de la céréale, oh, enfin je ne sens pas le sel, je ne bois pas toute la nuit parce que déjà la farine est déjà pleine d'égout. » Et c'est vrai que on a des moments de solitude quand on travaille, on pense à des pizzas avec du potimarron et pas le basilic classique. Donc parfois on dit mais heureusement ça passe vite du moment où on a un retour des gens qui aiment le produit et qui voient un peu la démarche qu'il y a derrière. C'est pareil pour les stagiaires. Quand on commence les formations, parfois je me sens tout seul parce que je commence avec du levain et déjà ça fait un peu peur, ou des farines qui sont un peu complexes. Et après, donc, je me sens un peu tout seul à parler. Et après, quand on goûte, quand on expérimente, on fait des tests et on mange et on voit le produit final, ben, ce sentiment de solitude il va partir. Il y a un peu plus un sentiment communautaire, de partage, d'envie de faire bien.